Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour l'épisode du jour, nous allons nous pencher sur le cas d'un des constructeurs automobiles chinois qui pourrait bien mettre à l'amende les constructeurs européens, mais aussi les géants américains de l'automobile. Discret et peu démonstratif, il s'installe néanmoins petit à petit sur tous les marchés mondiaux. Aujourd'hui, nous allons parler de Geely. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Construire une automobile, je le répète souvent, est incroyablement compliqué. Faire des prototypes ou des petites séries peut se concevoir pour une nouvelle société, mais entrer dans le grand bain est une autre paire de manches. Ainsi, certains constructeurs actuels ont vu le jour en commençant par produire seulement des éléments simples servant à produire des autos, voire parfois des produits totalement différents d'une automobile. Je vais prendre quelques exemples de marques que vous connaissez bien. Peugeot a commencé par la production de ressorts. Ensuite, ils sont passés aux outils, aux baleines de parapluie, et oui, bien avant de se lancer dans l'automobile. Ils sont passés par le vélo ou les accessoires domestiques, comme les moulins à café ou les moulins à poivre. Opel, autre constructeur de la constellation Stellantis, produisait à ses débuts des machines à coudre. Et Matra, qu'on connaît bien pour l'espace ou les Bagheera, les Murena, eh bien, produisait des missiles. Dans l'Empire du Milieu, il n'en est pas autrement, et lorsqu'en 1986, Li Shufu lance son entreprise, elle n'est pas du tout orientée vers les voitures. Ayant emprunté de l'argent à ses proches, il crée une modeste fabrique de réfrigérateurs qu'il installe à Taizhou, dans la province de Zhejiang. Je suis désolé pour les prononciations, hein, mais bon, j'ai pas trop l'habitude, je pense qu'on s'y fera. Lorsqu'on connaît les besoins en équipement des ménages en Chine à cette époque, et même encore aujourd'hui, il y avait peu de doute que l'entreprise capote. Le coup a été extrêmement bien réussi. Prenant de l'assurance, M. Choufou s'est lancé ensuite dans d'autres produits plus ambitieux, comme la moto ou les petits utilitaires. Avec le monde de la moto, il commence déjà à lorgner vers l'international. Et la marque italienne Benelli deviendra propriété de Geely sous la forme d'une filiale de Qianyang Group, qui appartient à Geely. Cette acquisition date de 2005 et représente le premier pas de Choufou en Europe. C'est en 1999 que Geely obtient sa licence de constructeur automobile et que la grande aventure a réellement commencé. Lançant son premier modèle en 2002, Choufou a déjà en tête une expansion internationale. Et en 2005, il présente sa gamme au salon de Francfort. L'année suivante, c'est le Los Angeles Motor Show qui reçoit la visite du tout jeune constructeur, avec un accueil peu chaleureux tout de même. En effet, les produits sont très typés chinois et le public américain n'en est pas friand. Pourtant, cette première approche nord-américaine permet à Choufou de tisser des liens. Et mi-2008, la marque entame des transactions avec Ford pour racheter le constructeur automobile Volvo, alors propriété de l'américain. Ce sera chose faite en 2010 et beaucoup d'observateurs ont craint de voir la marque suédoise y perdre son âme. C'était sans compter avec les souhaits du chinois. Plutôt que d'absorber le suédois et lui imposer ses vues, il a plutôt enrichi sa culture d'entreprise et laissé Volvo suivre une voie en accord avec son histoire. Après cela, Geely ne s'arrête pas et procède à la même opération avec London Taxi International en 2014. C'est la société qui produit les Black Cabs, célèbres taxis londoniens. En 2017, c'est Lotus, mais aussi son propriétaire de l'époque, qui tombe dans l'escarcelle du chinois. La société malaisienne Proton est aussi dans le panier de la mariée. La même année, c'est la société Terrafugia qui passe sous contrôle de Geely, dévoilant l'intérêt du chinois pour les voitures volantes. Il abonde également plus tard à la création du capital de Volocopter, fabricant de taxis volants. Volvo Trucks tombe aussi dans l'escarcelle de l'ambitieux constructeur chinois la même année. Il prend ainsi partiellement le contrôle du deuxième constructeur de poids lourds au monde. 2018 n'est pas en reste question prestige, puisque Geely prend 10% du capital de Daimler-Benz et rachète la marque Smart. Mais le chinois ne s'arrête encore une fois pas là. Il lance ensuite ses propres marques, avec des noms comme Polestar, Lynk & Co ou Zeekr. Il établit des partenariats stratégiques avec Renault pour la production de moteurs thermiques, mais en plus celle des accords pour l'utilisation de ces plateformes par le constructeur français. À ce jour, la dernière acquisition date de 2023. Et quelle acquisition!
C'est carrément Aston Martin qui voit le chinois entrer massivement dans son capital. Geely est un groupe tentaculaire aux chiffres impressionnants, avec plus de 2,3 millions de voitures vendues en 2022, toutes marques confondues. Pour une marque qui signifie de bon augure, voilà qui donne le ton. Finalement, si ces chiffres sont importants, ils n'ont qu'une valeur quantitative, et c'est plutôt sur le plan qualitatif que Geely entend bien se démarquer. C'est sur le plan technique qu'il faut jeter un coup d'œil pour s'en convaincre. La première Geely n'a pourtant rien de folichon. N'ayant pas sa propre structure de recherche et développement, le chinois passe des accords avec Daihatsu et Toyota pour produire son premier modèle, la HQ ou Hawking. Petit à petit, le constructeur acquiert des compétences et les modèles de la marque doivent de plus en plus à la technologie interne aux équipes de Geely. Le constructeur reste pourtant toujours attaché à des partenariats pour avancer plus vite que ses propres capacités de développement. Pour son premier véhicule 100% électrique, Geely procède de nouveau comme à son habitude, une base existante et un partenariat extérieur. Présentée en 2014, la Geely Emgrand EV est une familiale à coffre, dont la partie électrique est largement due à l'expertise de l'américain Detroit Electric. Pour ceux qui ne connaissent pas Detroit Electric, il s'agit d'une société emblématique qui, de 1906 à 1939, a trusté le marché américain de la voiture électrique. Disparue à la Seconde Guerre mondiale, elle a revu le jour en 2008 sous la forme d'une start-up, désirant produire un petit roadster électrique sur base de Lotus Elise. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Bref, Detroit Electric travaille sur le projet en apportant sa technologie et Geely finance un peu le projet de l'américain. La voiture, dont la production démarre en 2015, est assez banale, mais ses prestations sont excellentes pour l'époque. Batterie de près de 45 kWh, moteur de 129 chevaux et recharge rapide sont de la partie. Elle égale les accélérations des Nissan Leaf de l'époque, tout en ayant une autonomie plus grande et un gabarit de berline. En 2018, elle est restylée et offre une autonomie étendue à 440 km selon la norme chinoise, donc environ 350 km dans la vraie vie, mais surtout se voit dotée d'un moteur plus puissant avec 163 chevaux. Très traditionnelle, l'architecture du modèle est toutefois obsolète et doit évoluer. L'arrivée de Volvo dans le groupe apporte alors une solution. Utiliser les ressources et connaissances du Suédois en collaboration avec les équipes chinoises permet la création de la plateforme multimodèle SEA que nous connaissons aujourd'hui. Celle-ci est à la fois conservatrice et innovante. Elle reprend les grandes lignes de la conception des caisses du Suédois tout en intégrant la technologie électrique dans son dessin de base. Totalement axée sur la propulsion électrique, elle ne permet pas d'y intégrer une hybridation. Pour les modèles hybrides, Geely ne compte en effet pas investir massivement, mais ne compte pourtant pas abandonner les parts de marché actuelles qui y sont liées. Ainsi, la Lynk & Co 01 reçoit une plateforme purement Volvo, légèrement retouchée. C'est la plateforme de la XC40. Geely procède d'ailleurs ainsi pour tous ses nouveaux modèles actuels hybrides. Cela permet de se concentrer sur les plateformes du futur, qui, n'en déplaise à certains, sont celles qui deviendront la norme dans les années à venir. Inaugurée sur la Zeekr 001, la plateforme se dévoile peu à peu avec des modèles comme la Polestar 4, Volvo EX30, Smart #1 ou Lotus Eletre. Avec des empattements de 2,75 m à plus de 3 m, elle peut être déclinée à l'envi. Sa gamme de motorisation permet de l'utiliser dans tous les segments les plus vendeurs actuellement. 1, 2 ou 3 moteurs sont de la partie avec des puissances combinées allant de 200 à 900 chevaux. Synchrone à aimant permanent, ces moteurs ne sont pas les plus efficients du monde, mais ils ont le bon goût d'être simples et fiables. D'un point de vue batterie, des capacités de 58 à 100 kWh sont de la partie, offrant une large gamme d'autonomie. En faisant appel à des cellules poche comportant une chimie nickel-manganèse-cobalt, la plateforme se veut là aussi classique. Mais ça risque de changer. Ce format de cellules a en effet la cote chez les constructeurs traditionnels, en raison de leur coût réduit, mais aussi de la multitude de l'offre disponible. C'est loin d'être la méthode la moins chère, comme le sont les cellules prismatiques, ou les plus performantes, comme les cellules cylindriques, mais c'est un compromis qui a du sens à l'instant présent, en raison des capacités industrielles à produire ces cellules. Sur le plan informatique, les produits utilisant la plateforme SEA devaient par contre être innovants, car c'est quelque chose que le client voit. Et là aussi, les ressources en interne étaient limitées. Geely fait donc appel à 2 prestataires extérieurs et non des moindres. Pour les produits occidentaux, c'est Google qui apporte sa plateforme informatique automobile, avec, je dois le dire, un réel bonheur. Même si c'est un peu plus compliqué
que la plateforme Tesla, on est loin des systèmes alambiqués des autres constructeurs. Bien conçue et réactive, elle fait déjà un bon job dans les Polestar 2 ou chez nous dans la Renault Mégane E-Tech par exemple. Pour le marché chinois, c'est Baidu, pendant local de Google, qui a été choisi. Mais là, le partenariat est allé encore beaucoup plus loin. En effet, une nouvelle marque naît de l'alliance des deux entités. JIUE. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, ma foi, on fera comme ça. Leur première création commune, la 01, donne un avant-goût de ce qui nous attend. Mi-SUV, mi-berline, la voiture est ultra connectée et autonome. Elle est dérivée du concept RoboOne, très prometteur, et elle est entrée en production à l'heure où j'écris ces lignes. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle un truc. Une auto compacte, relativement bon marché et autonome de surcroît. RoboOne, Robotaxi, ça ressemble beaucoup, je trouve. On le voit, Geely est un constructeur à la tête sur les épaules. Technologie éprouvée, mais aussi innovation dans l'usage. Avec un pied dans les deux mondes, celui des constructeurs traditionnels et celui de la révolution numérique, le chinois est forcément très axé sur un marché plutôt haut de gamme. C'est là qu'il y a de l'argent à se faire pour financer les développements futurs. C'est encore une fois un peu comme la stratégie de Tesla. Attention toutefois, Geely commence déjà à lancer, sous sa propre marque en Chine, des voitures familiales à l'équivalent de 25 000 $. Donc, clairement, Geely est en train de tester différents marchés. Pourtant, s'il y a une similarité d'intention entre les deux constructeurs, leur parcours n'en est pas moins totalement différent. Là où Tesla investit et innove pour repousser les limites techniques, Geely attend de voir ce qui marche et l'utilise ensuite. Il n'y a qu'à regarder la toute dernière version de la plateforme SEA, la PMA+, qui vient d'être dévoilée sur la Zeekr 007. On va un petit peu s'attarder sur cette nouvelle itération, car elle a une foule de caractéristiques intéressantes. Sur le plan de la caisse, l'arrivée des gigacastings à la mode Tesla est une énorme avancée sur le plan de la simplicité et des coûts de production. Déjà présent sur le gros Zeekr 009, il démontre que le constructeur compte bien généraliser cette technique. On s'y attendait de toute manière puisque Hydra, le fabricant de Gigapress, avait en 2022 annoncé la livraison de ses machines à 3 constructeurs chinois. On en a officiellement 2, XPeng et Geely. L'annonce de la plateforme modulaire de Leapmotor laisse à penser qu'il sera le 3e. En Europe, Volvo a également reçu des Gigapress pour son usine de Torslanda, suivant ainsi l'exemple de la Gigafactory Tesla de Berlin. Si pour le moment, seule la partie arrière des caisses est produite en gigacasting, rien n'indique que le constructeur s'arrêtera là. On a peu d'informations sur les moteurs de cette Zeekr, mais il est probable qu'il s'agisse d'une version adaptée de ceux présents sur les dernières versions de la Polestar 2. En revanche, c'est du côté des batteries qu'il faut aller chercher une évolution majeure. Ce sont 2 nouveaux packs qu'embarque la nouvelle berline, et les 2 sont plus qu'intéressants. Je commence par la plus grande, qui adopte la technologie Kulin de chez CATL en chimie NMC. Avec une autonomie de 877 km selon la norme chinoise, soit environ 550-600 km dans la vraie vie, en faisant attention, l'architecture Cell-to-Pack du chinois permet une bonne évolution par rapport aux anciennes batteries SK Innovation utilisées par Geely. Ce n'est pourtant pas cette offre haut de gamme qui nous intéresse, mais bien la petite batterie. Pour sa nouvelle berline, Zeekr a mis les petits plats dans les grands. Ce petit pack LFP offre une autonomie CLTC de 688 km. Donc 400 à 450 km en vrai. Mais ce n'est pas le plus important. Il sera capable de recharger à 500 kW sous 800 volts. C'est énorme, et là l'autonomie, on n'en a plus rien à faire. Selon le constructeur, c'est donc une puissance de recharge atteignant les 4,5 C, de quoi faire frire n'importe quelle batterie actuelle. Pour la 007, le constructeur annonce 500 km d'autonomie gagnée en 15 minutes. Les pauses risquent bien de s'allonger un peu, non à cause de la voiture, mais de la queue aux toilettes. Attention toutefois, on connaît les annonces des Chinois qui sont bien souvent largement exagérées. Mais tout de même, on le voit donc, sur le plan technique, Geely a décidé d'avancer aussi, mais sans prendre le chemin de l'innovation en interne. Ils panachent souvent interne, partenariat et prise de participation pour atteindre leurs objectifs. Mais quels sont ces objectifs ? Pour le moment présent en Europe via Volvo, Polestar, Lotus et Smart, le constructeur chinois ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.
Sa filiale Lynk & Co a déjà commencé à commercialiser ses produits via Internet avec des formules de location et d'abonnement. C'est au tour de Zeekr de faire son entrée en France cette année, ainsi que dans plus de 12 pays européens. Le modèle proposé sera la 001, qui se présente sous la forme d'un grand break de chasse qui entre en concurrence avec la Porsche Taycan Cross Turismo. Ce premier modèle devrait être suivi par la définition chinoise du Volvo EX30, appelé tout simplement X, et qui devrait être placé sur un marché un peu plus haut de gamme que la Volvo. Le chinois n'en est pas encore à commercialiser des autos populaires en Europe, mais c'est un premier pas. Pour assumer ses ambitions, nul besoin pour ces modèles d'être produits en Europe, puisque leur prix devrait excéder les limites imposées par les bonus écologiques qu'on trouve encore dans certains pays. Toutefois, si Geely veut s'imposer, le groupe va devoir descendre en gamme et proposer des produits plus abordables, à l'instar de ce que fait son concurrent SAIC avec la marque MG. C'est là que la stratégie de Geely pourrait être payante. En effet, grâce à ses acquisitions et participations, le chinois s'ouvre les portes de 5 usines en Europe. 2 en Europe du Nord, 2 en Angleterre et 1 aux portes de l'Union en Biélorussie. Pour les modèles imposant un assemblage local afin de bénéficier des subsides et incitations à l'achat, c'est un sacré avantage, d'autant plus que les pièces techniques sont très standardisées entre les marques. Et ça va encore aller plus loin, puisque Renault a officialisé son utilisation des plateformes du chinois pour ses nouveaux modèles en novembre 2023. Geely avance ses pions petit à petit et sa stratégie commence à apparaître. Moins invasif que ses concurrents, le groupe de Li Shufu veut créer une entité multinationale et multiculturelle afin de tirer le meilleur parti des atouts de chaque région. Le siège du groupe n'est d'ailleurs plus en Chine directement, mais à Hong Kong, au lieu du commerce mondial et de la multiculturalité. Clairement, l'année 2024 va nous offrir pas mal de grains à moudre au niveau du marché automobile européen, et il y a fort à parier que Geely en sera un des acteurs, et qu'il ne faut pas le sous-estimer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!